Depuis le Hilton Québec, bienvenue à Mission Inspiration. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur en série. En fait, lui, en l'espace de 15 ans, il a démarré pas loin d'une dizaine d'entreprises. Oser provoquer, c'est sa marque de commerce, sa philosophie de vie. Il a bâti son image autour de ses provocations, mais aussi parce qu'il a vécu des expériences complètement casse-gueule. Restez avec nous pour en apprendre davantage sur cet entrepreneur provoquant qui est à la fois conférencier et également chroniqueur média. Dans quelques instants, je vais rejoindre Philippe Richard Bertrand. C'est tout un rendez-vous. L'Hôtel Hilton Québec est fier de vous présenter missioninspiration.tv. Philippe Bertrand, comment ça va? Super bien. On est content de te recevoir à Mission Inspiration. Merci de l'invitation. Tu dois sentir là, que j'ai un petit rire dans le fond de la gorge. Oui, mais nos rencontres, généralement, sont toujours parsemées de soleil. Exactement, mais tu es une personne que quand on te rencontre, on peut pas t'oublier. Même avec ce que tu fais aujourd'hui, avec tous tes trucs sur la provocation, oser provoquer par rapport au monde de l'entrepreneuriat, au monde des affaires et tout ça, je trouve que ça te va bien. Oui, c'est ça. C'est une attitude. Hein? C'est la façon que tu te lèves le matin puis tu te couches le soir. Moi, je le vis au quotidien. Puis je laisse jamais les gens indifférents. À ton passage. Oui, en fait, c'est soit que t'aimes ou t'aimes pas. C'est un risque. C'est un risque, sauf que moi, j'ai décidé de vivre ma vie comme ça. J'arrêterai pas pour rien au monde. Mais là, toi, ce qui a beaucoup marqué ton parcours, c'est que tu es un entrepreneur en série. En 15 ans, tu as démarré une dizaine d'entreprises. Oui, j'en ai parti 10. J'en parle souvent, mais j'ai eu 7 échecs. Je pense que souvent, au Québec, on a peur de parler de nos échecs, peut-être pour une question d'ego. Mais moi, j'ai eu vraiment 7 gros échecs. Puis j'ai appris beaucoup plus de ces 7 échecs-là, qui ont été back-à-back, 7, un après l'autre, jusqu'à temps que je trouve la formule gagnante. Puis j'ai eu 3 gros succès. Fait que toi, le Lucky 7... Ouais, non. Mais comme je te dis, j'ai aucune amertume. Vraiment, ça a été des expériences de vie fantastiques. J'ai côtoyé du monde exceptionnel. Je me suis fait avoir de façon exceptionnelle aussi. C'est comme l'école de la vie, mais il faut savoir se relever de tout ça. Tu dis ça avec beaucoup de sérénité, mais je veux dire, t'as apprivoisé ça. On peut pas du jour au lendemain dire « OK, j'ai eu mes échecs, puis les uns après les autres, puis là, je deal avec ça. » Je veux dire, t'as eu un passage un peu noir, assurément. Ah non, mais c'est sûr, il y a des échecs que tu prends de façon très personnelle. Puis il y a des échecs après ça. Il y a plein de types d'échecs. Tu as un échec financier, tu as un échec d'ego. Et aujourd'hui, je suis super serein avec ça. Bon, j'ai perdu des centaines, pour ne pas dire des millions de dollars. Par contre, je me suis relevé à chaque fois. Des fois, c'est plus long. Une entreprise, quand ça va pas bien, puis tu décides de la fermer, c'est un gros deuil. C'est une partie de toi qui part. Mais c'est ta capacité dans laquelle tu es capable de te relever de ça. Puis moi, je savais, pour plein de raisons, dans mon attitude personnelle dans la vie, que j'avais cette capacité de me relever. J'ai la capacité d'avoir la pire des nouvelles qui m'arrivent, puis 2 minutes après, être en ligne à la télévision ou en entrevue, puis c'est comme si c'était la meilleure journée de ma vie. Mais ça, c'est une capacité que j'ai développée. Écoute, Philippe, on dit souvent que notre parole est une baguette magique. Mais ça te fait pas peur d'être capable de dire comme ça ouvertement à quel point toi, tu as de la résilience, qu'à un moment donné, tu n'as pas le goût de dire, là, j'en ai eu cet échec-là, j'ai eu 3 succès, là, je veux d'autres succès, je veux au moins autant de succès que d'échecs. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est un apprentissage. Alors, les échecs que j'ai faits, je les refais pas. Là, j'ai fait d'autres types d'erreurs. La vie est parsemée d'erreurs. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'à la fin de la journée, ou la fin de ta vie, que tu sois fier de ce que tu as accompli. Même si c'est un échec. Il y a des échecs, je suis fier. Il y a des trucs que j'ai essayés dans la vie. Il n'y a plus personne qui va essayer ça au Québec. On veut des exemples. Écoute, j'ai essayé de me lancer dans une histoire d'un film. Je connaissais rien là-dedans. J'ai perdu, avec des amis, des centaines de milliers de dollars. Mais des fois, à un moment donné, c'est que tu as des petits succès. Tu fais de l'argent et tu te crois invincible. Tu penses que tout ce que tu vas toucher va réussir. Et c'est là où tu deviens dangereux pour toi-même. Parce que tu t'aventures dans des terrains pas connus. Mais ça arrive-tu des gens qui ont ça, cette baguette magique-là, que tout ce qui touche va vraiment se transformer en or? Tu y crois-tu? C'est sûr que perdre de l'argent pour un milliardaire, de se relever va plus vite. Pour un travailleur, moi, je me considère comme un travailleur. Tu sais, l'argent que je peux avoir ou avoir dépensé, je l'ai fait moi-même et je redépense mon argent. Mais il n'y a pas de baguette magique. Ça n'existe pas. C'est une combinaison de beaucoup de travail, beaucoup d'assurance, la persévérance à tous les jours.
C'est drôle parce que tantôt, tu as tout de suite sauté dans le jeu de parler de l'échec. Ça m'a fait souvenir que la première fois, moi, que je t'ai rencontré, ça remonte à 3-4 ans. On était dans un congrès à Montréal. Je pense qu'il y avait 500 ou 600 personnes. Tu étais sur un panel, tu étais sur le stage. Puis à un moment donné, tu te mets à parler de l'échec. Puis là, je me souviendrai toute ma vie, il y a eu un silence complet, comme si tu venais de toucher à quelque chose de tabou, de très, très, très tabou. Et pourtant, aujourd'hui, on voit des événements où les gens maintenant parlent ouvertement de l'échec. Toi, tu as été quand même, c'est drôle de dire ça comme ça, mais quasiment visionnaire d'avoir le courage de parler des échecs. Possiblement, puis je me rappelle très bien de cet événement-là. C'est vrai que ça avait laissé un gros froid dans la salle. Mais encore une fois, moi, quand je choisis un comptable, je veux pas un comptable qui a pas eu de problème avec ses clients. Je te parle pas de problème dans la relation. Je veux un comptable qui a fait des guerres épiques avec Revenu Québec. Je veux un comptable qui a eu des problèmes avec ses clients, de gérer des problèmes de cash flow. C'est lui qui va m'apprendre. Moi, des problèmes de cash flow, j'en ai eu. Pas capable de payer mes employés, ça m'est arrivé. D'être sur le bord de la faillite, ça m'est arrivé. Mais je m'en ai sorti. Alors moi, je pense que j'ai un bagage. Et souvent, le problème, c'est que quand tu es dans le trouble, tu as un paquet de monde qui se prétendent des experts qui veulent t'aider. Faut donc voir celui qui a eu le problème auquel tu fais face. Écoute, je pense qu'on peut le dire. Quand on s'est connus cette fois-là, il y a comme eu une certaine connexion qui s'était passée. Puis à un moment donné, bon, j'ai commencé à te suivre sur Facebook. Et pendant ces années-là, j'ai revu des succès, puis j'ai revu des échecs. Donc, ce que tu dis, je l'ai vu. Mais il y a quelque chose que j'avais remarqué, que jamais, quand tu vivais un échec, tu te cachais. Non. Il y en a beaucoup qui vont comme se replier sur eux autres mêmes. Moi, je me disais, hey, ce gars-là, il continue à, pardonne l'expression, à fronter la situation. Non, mais c'est sûr. Je pense que c'est pour ça que j'ai gagné beaucoup de crédibilité dans le marché. Parce que, tu sais, quand tu as 7 échecs de suite et que tes banques continuent à te suivre, tes partenaires d'affaires ont continué à me suivre, c'est parce que je finissais, par rembourser tout le monde. Avec une deuxième tentative, troisième tentative. C'est ça qui a fait en sorte que le monde se disait, Philippe, il va se démêler, là, je vais me démener, excusez-moi, au maximum. Mais encore une fois, moi, je suis pas gêné de dire ça, c'était vraiment une mauvaise idée. Regarde, si je la partage puis il y a quelqu'un qui a une idée similaire, appelle-moi. Donc, dans les mauvaises idées, il y a eu le projet de film. Écoute, il y a eu le projet de film. Après ça, j'ai eu des idées d'expansion à l'international. J'avais la misère à gérer à Montréal. Puis j'avais des ambitions internationales. Tu sais, ça avait aucun sens. Mais moi, je suis rêveur. Oui, mais en même temps, tu es cohérent parce qu'il y a une phrase en entrepreneuriat qui dit « Si vous ne prenez pas un risque par jour, c'est que vous ne risquez pas assez. » Donc, toi, tu nageais dans le risque tout le temps. Donc, c'est dur de trouver comme le bon chemin de la réussite. Je pense qu'aujourd'hui, le monde a peur d'avoir peur. Les banques prêtent plus d'argent. Les venture capitalistes au Québec, c'est pas des venture capitalistes parce qu'ils investissent pas dans ta compagnie. Ils te prêtent de l'argent puis ils prennent tout en garantie. Tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, il faut quelqu'un là, qui arrive un peu avec des gros sabots puis qui brasse un peu cet establishment-là. Moi, ça m'a toujours fait plaisir de faire ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec mes 3 derniers succès, qui sont des petits succès, mais ce sont des succès. Et quels sont les 3 succès? J'ai aidé à bâtir ou à reniper 3 entreprises en technologie. Ces 3 entreprises-là m'ont fait faire assez d'argent que si je regarde les 10, j'ai fait plus d'argent avec les 3 que les 7. Puis ça a remboursé les dettes. Donc, dans mon livre à moi, aujourd'hui, j'ai comme une valeur à 0. J'ai pas fait extrêmement d'argent comme d'autres, mais j'avais 7 échecs, puis je voulais pas mettre les entreprises en faillite. Je voulais payer tout le monde. Il y a des entreprises, là, je les ai fermées, puis j'ai continué à payer les gens pendant 3 ans. De mon argent. Ça me semble trop, là, 3 ans? Oui, mais bon, il y avait 289 000 de dettes. Il fallait les assumer. Puis j'aurais pu faire comme beaucoup de Québécois, d'aller voir un syndic, puis donner les clés, puis c'est terminé. Puis dans 2 mois, je faisais autant d'argent. Là. Mais moi, j'ai dit non, je vais payer tout le monde. Puis je vais dire à tout le monde, regardez, ça va être long. Puis si ce mois-ci, j'ai juste 50$ à t'envoyer, encaisse-les. Mais la minute que vous vous retournez contre moi, juridiquement, là, je vais la mettre en faillite. Puis le monde a cru en moi. Il y a des gens que je croise dans la rue, 3-4 ans après, ils me disent « Hey, t'es le seul dans cette année-là qui m'a pas fait une faillite. Tu peux faire affaire avec moi quand tu veux. » Ça m'arrive souvent. Donc, c'est très gratifiant. Mais à la fin, c'est d'être sûr de payer tout le monde, puis d'être respectueux, puis de dire les vraies choses. Après ça, tu continues à avancer, puis tu persévères à tous les jours. Philippe, tu parles beaucoup d'échecs, tu le fais avant les autres. Les gens aiment t'inviter dans des événements où est-ce que tu partages ça. Tu partages aussi beaucoup de contenu dans les médias et ça, on va découvrir ça après la pause. Restez avec nous.
Depuis le Hilton Québec, on est de retour avec notre invité d'aujourd'hui, Philippe Richard Bertrand. Avant d'aller à la pause, je disais qu'on te demande beaucoup de partager tout ce qui concerne, dans le fond, tes expériences par rapport à l'échec, mais les médias te réclament beaucoup parce qu'on t'a vu à TVA, on t'a vu à la chaîne Argent, on t'a vu à LCN, on t'a entendu aussi dans des émissions de radio parce que tu as une expertise, toi, dans le monde des technologies. Tout ça a commencé à peu près en 2009-2010 où, pour une raison, le livre numérique commençait à prendre beaucoup d'ampleur, puis les éditeurs québécois avaient très, très peur de l'arrivée du livre numérique. Et moi, j'avais une expertise dans la musique. On avait vu la transformation du CD à la musique numérique. Et j'avais juste décidé d'écrire une lettre ouverte dans la presse en disant « Vous faites fausse route, ça ne transformera pas tant que ça, on l'a vécu dans la musique. » Et là, les gens se sont mis à m'appeler. Ils m'ont dit « Hey, viens donc me donner ton point de vue. » Mais c'est sûr, je baigne dans la technologie depuis 18 ans. Parce que tu as eu des entreprises dans le domaine de la technologie. Alors aujourd'hui, on m'appelle pour me demander qu'est-ce que tu penses de l'acquisition de telle compagnie qui s'en va en bourse, qu'est-ce que tu en penses? Alors donc, je donne mon expertise ou mon point de vue, qui est souvent à mon image, différent des autres, c'est un point de vue coloré. Parce que... Donne-nous des exemples. Coloré, dans le sens où, tu sais, quand tu vois une compagnie dans le dating achetée pour 574 millions de dollars comptants, tu te dis dans quel monde qu'on est pour générer ces valeurs-là. Sauf que quand tu grattes dans les états financiers, tu réalises que cette compagnie-là fait 1,5 million de profits par jour. C'est quelle compagnie, ça? C'était Plenty of Fish. 1,5 million de profits par jour. jour. Mais toi qui as une boîte à idées, t'as pas pensé de te lancer là-dedans? C'est super drôle. Hein? Souvent, on arrive avec une idée, puis tout est dans la vitesse de l'exécution de l'idée. C'est facile de dire que tu as une bonne idée. Il faut que tu la réalises. Tu sais, si on regarde aujourd'hui, tout le monde essaie de copier le modèle de Uber, de se lancer dans le socio-partage de biens, le socio-partage de voitures. Regarde, ça prend beaucoup, beaucoup de sous de lancer quelque chose de façon planétaire. Donc, aujourd'hui, je suis plus dans le conseil. J'aime donner mon point de vue. C'est drôle ce que tu dis parce que j'ai déjà lu une citation qui disait « Les bonnes idées, il faut pas juste les avoir, il faut les élever. » Effectivement. Mais encore une fois, dans la technologie, une idée, ça peut valoir 10 $ comme ça peut valoir 1 milliard. Puis là, je peux vous parler de ça pendant des jours et des jours, mais prenons Twitter. Twitter, aujourd'hui, n'a pas engendré un profit. Mais la compagnie est évaluée à plusieurs centaines de millions de dollars parce qu'on espère trouver un modèle d'affaires. Moi, c'est comme si j'allais à la banque puis je disais à mon banquier, regarde, là, je pars un commerce, il fera pas d'argent. Je suis pas sûr d'avoir de clients, mais il va être populaire. Le monde va aimer ma vitrine, là, puis là, il te prête de l'argent. C'est ça, la technologie. T'aimes la vitrine. Facebook n'a pas fait d'argent au moins 4-5 ans, puis pourtant, elle a levé des sommes colossales d'argent. Effectivement. Mais toi, puis on va revenir un petit peu plus tard dans l'émission, qui a une marque de commerce, une philosophie de vie qui s'appelle vraiment « Oser provoquer ». Quelle histoire dans le domaine de la technologie que tu as trouvée plutôt provocante? Que tu t'es dit en regardant ça, soit j'aurais aimé avoir cette idée-là, ou tu t'es dit, mon Dieu, qu'ils sont audacieux, c'est provoquant ce qu'ils font. Je vais parler d'un échec. Oui. Toute la réforme du président Obama avec l'Obamacare. Les États-Unis ont dépensé pas loin de 1 milliard de dollars pour arriver avec une plateforme pour que les gens puissent avoir de l'assurance. Alors là, tu dis aux gens peu fortunés, allez sur cette plateforme-là, vous inscrire. Mais by the way, on a dépensé 1 milliard de dollars pour la faire. Fiasco au Québec, le patient numérique. Au Québec, on a dépensé 1 milliard de dollars. Ça marche pas. Quelle solution Internet t'as fait pour des gros brands? Là? J'ai travaillé avec des Adidas de ce monde, j'ai travaillé avec des Reebok de ce monde, j'ai travaillé avec des Touristes de Montréal de ce monde, j'ai travaillé avec la Banque nationale du Canada. J'ai vraiment travaillé sur des plans numériques, comment on traite un client de façon numérique. Vous savez, là, aujourd'hui, si on prend juste le commerce de détail, on n'a pas juste besoin d'une boutique physique aujourd'hui. Le client est en ligne. Donc, il faut que tu l'accroches en ligne pour l'amener en magasin. Mais pendant longtemps, la conception, c'était qu'il va acheter en ligne. Tu n'achèteras pas ta blouse en ligne. Tu ne l'achèteras pas le chandail en ligne. Oui, il y en a qui réussissent à bien tirer leur épingle du jeu. Mais pour le commun des mortels, ils vont magasiner en ligne et aller l'acheter en magasin. Ça a pris 4 à 5 ans d'échecs partout dans le monde. Il y a des compagnies qui ont lancé des sites là, à coût de millions de dollars et le lendemain, ils ne faisaient pas une transaction. As-tu des exemples? C'est intéressant. Ça. Une année, j'ai lancé le site des Alouettes de Montréal. Le site des Alouettes, on pensait, comme c'était les Alouettes, que la clientèle allait arriver en cliquant des doigts. Ça a été très difficile parce qu'on n'a pas pensé que le client magasine
en ligne et finit par acheter en magasin. Si on regarde les beaux succès au Québec, oui. Simons a réussi à faire une belle expérience de magasinage en ligne, mais c'est aussi agréable d'y aller dans le magasin. Simons va arriver avec des concepts technologiques très, très avant-gardistes dans les prochaines années. Écoute, quand on regarde justement, que ce soit des commerces, peu importe, Internet, il y a toujours une notion de mise en marché. Je t'ai déjà entendu faire des interventions sur la mise en marché d'une personne, à quel point il faut faire attention que partout les activités qu'on fait, on finit par laisser des traces. Oui, bien sûr, il y a Facebook, on est conscient qu'on envoie une information que c'est public. On a eu à un moment donné là, dans les journaux, justement, des gens qui avaient été sur des sites un peu osés, disons-le, là, puis finalement, ils n'ont pas utilisé la bonne adresse courriel, puis aujourd'hui, ça les suit. Comment tu vois ça, toi? Non, mais en fait, ça m'est même arrivé à moi, là, donc c'était pas sur un site osé, mais ça m'est arrivé à moi où est-ce que dans un bar à Miami avec un ami, des filles nous ont demandé de nous prendre en photo. On prend la photo, puis je vous mens pas, là, 1 heure après, on recevait des emails en disant « Si tu nous donnes pas 500 $ sur tel coin de rue, on va alerter vos femmes. » Es-tu sérieux? Oui, mais nous, on s'en foutait. La minute qu'on a reçu l'email, on l'a forwardé à nos femmes, semblant dire. Mais on est rendu là. Et moi, j'ai beaucoup intervenu. Es-tu en train de nous dire qu'il y a un commerce, un sous-commerce de ça? Oui. Tu vois, ça, j'avais pas perçu ça. Ah oui. On ne sait jamais où on va être. Moi, j'interviens beaucoup à titre de consultant où est-ce qu'un artiste, un joueur sportif s'est fait prendre avec une photo. Puis là, il faut gérer la situation. Il faut faire attention. Aujourd'hui, là... tout est filmé, Instagram, les Snapchat, tout est filmé. Il y a une photo de toi qui peut apparaître n'importe où, n'importe quand. Et comme tu es dans un lieu public, c'est excessivement difficile de convaincre la personne d'enlever cette photo-là. On est chanceux parce que moi, j'ai dû intervenir très, très souvent. J'ai jamais dû payer pour un client. J'ai toujours eu la collaboration de la personne. Les gens sont pas toujours mal intentionnés. Mais tu sais, t'es avec un artiste, tu prends un verre, c'est le fun, tu prends une photo. C'est pas sûr que l'artiste aime ça. L'artiste, là, il y a du monde, il peut pas tout gérer. Donc, des fois, on intervient et on dit à ces gens-là, s'il te plaît, peux-tu retirer la photo? Et honnêtement, ça se passe bien. Mais je trouve ça intéressant quand tu dis que les gens s'adressent à toi parce que je pense que c'est pas un secret. Je dois t'écrire peut-être au moins 1 ou 2 fois par mois. Je dis « Ah, Philippe, technologie, là, je suis pas sûre, tel truc. » Puis ce qui me surprend, c'est que j'ai toujours comme la réponse que je me dis « Mais comment ça, j'ai pas pensé à ça? » Mais toi, c'est ton domaine. Hein? Non, c'est ça. Mais moi, je fais ça tous les jours, mais je le fais pour des entreprises. Vous savez, aujourd'hui, on peut même écrire des témoignages sur un produit. Et ça, c'est dans le domaine particulièrement des cosmétiques pour les femmes. C'est un gros problème pour les compagnies en ce moment. Parce que les gens deviennent, on appelle ça dans notre domaine les YouTubers. Alors, les gens deviennent des références pour des produits. Et c'est une personne donnée, il y en a une qui s'appelle Madame Dulude, mais elle, si elle dit que le eyeliner est pas bon, ça fait chuter les ventes. Elle est où, cette dame-là? Elle est à Montréal. Cynthia Dulude, c'est une des YouTubers qu'on appelle au Canada millionnaires, ce qui veut dire que ses vidéos sont vues par de millions de personnes. Elle fait partie du club très sélectif. Elle doit faire 100 000 $ de revenus en donnant son opinion sur des produits. Mais j'ai vu aussi que tu avais été beaucoup approché pour faire des séances de coaching, autant pour des gens qui partaient des blogs puis des entreprises qui partent des blogs, parce que de plus en plus, les entreprises ont compris l'importance qu'avec un blog, tu as le feeling avec ton consommateur que c'est plus personnel. Puis il y a plein de stratégies. Là-dedans, c'est un autre univers. Ah, c'est totalement un autre univers. Tu te rapproches de ton consommateur. Il faut que tu fasses attention à cette proximité-là. Sans te parler qu'un blog, c'est une conversation à 2 sens. Les gens, souvent, n'ont pas la perception qu'un blog, c'est vraiment à 2 sens. Donc, si la personne répond au texte que tu viens d'écrire, il faut que tu répondes à cette personne-là. Exact. C'est sûr que si tu es un petit brand, c'est moins de travail. Mais pour un L'Oréal de ce monde, ça peut devenir un travail colossal. Mais là, Philippe, nous, après la pause, on a plein de questions pour toi. C'est un peu comme ce que tu viens de nous dire pour les blogs. Nous, on s'attend que tu vas vraiment nous donner des réponses parce qu'on va aller dans le côté un peu plus provoquant. Restez avec nous, de retour avec Philippe après la pause. Toujours depuis le Hilton, on continue notre entrevue avec Philippe Richard Bertrand. Et là, c'est la partie de l'émission que j'aime parce qu'on va tomber dans le côté provoquant.
C'est un peu ta marque de commerce, Philippe. Tu as sorti ça il y a quoi, quelques années? Oui, en fait, j'ai toujours été comme ça, mais je sais pas pourquoi, dans les 3 dernières années, je suis arrivé avec la thématique de oser provoquer, mais je suis comme ça depuis toujours. On parlerait à mes parents, puis mes parents disaient, pendant un souper avec des hommes d'affaires, mon père là, était avec des hommes d'affaires, je pouvais partir dans ma chambre, arriver avec 2 parapluies, puis faire des niaiseries qui faisaient rire tout le monde, juste parce que je sentais que la situation était très tense. C'est un état d'esprit. Le matin, quand tu te réveilles, puis qu'il faut que tu partes ta journée, on a tous nos tracas quotidiens, on a des enfants, la vie est pas facile, mais il faut que tu aies une attitude vraiment gagnante. Puis est-ce que oui, j'ai des mauvaises journées comme tout le monde? Puis oui, je suis angoissé. Sauf que quand tu arrives devant des gens, devant du public, devant ton client, devant tes enfants, faut que tu aies une attitude gagnante. Je préfère aller dans les toilettes puis me ressaisir pendant 2 minutes que d'avoir de l'air tout croche devant un client ou devant mes enfants. Puis c'est hyper important parce que les gens te jugent sur 10 secondes d'attention. Vraiment? C'est 10 secondes. Prouvé, ça? Oui. En fait, puis c'est vraiment bizarre parce que l'arrivée de la technologie a fait que si tu regardes dans des livres de psychologie, c'était 15-20 secondes il y a 20 ans. T'es-tu sérieux? Oui, ça a diminué parce que l'instantanéité des SMS, des textos, les Twitter, les Snapchat a fait en sorte qu'aujourd'hui, la personne te juge sur 10 secondes. C'est bon ou pas bon? Je pense que de te faire une première impression sur quelqu'un, c'est normal. Est-ce que le temps soit rendu de 10 secondes? C'est peut-être un peu court, parce qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux placer en 10 secondes. Des gens qui font ce que je fais, il y en a 3000 à Montréal. Il fallait que je me démarque. Il n'y a rien que j'ai pas fait pour impressionner ou faire rire des clients. Je suis arrivé habillé en clown avec des ballons. Pour un pitch, pour une compagnie de boxeurs, je suis arrivé moi-même en boxeur au pitch. Ils avaient jamais vu ça. Tout ce que j'ai fait, les gens se rappellent de moi. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à faire des interventions, des formations, des conférences sur le côté de la provocation? C'est les gens qui se sont mis à t'entendre, qui ont dit « on en a besoin », les clients qui t'ont appelé. Comment ça s'est développé, ce côté-là? En fait, c'est au fil des années d'être invité par des chambres de commerce, de parler de mon rôle d'entrepreneur. Puis je disais souvent qu'il fallait provoquer les choses. Oui. Si tu les attends, ça n'arrivera pas. Oui. Alors, il faut provoquer, il faut de l'audace, il faut du bon goût. Mais il faut de l'audace et de provoquer les choses. Puis là, les gens me disaient « Hey, j'aimerais ça que tu me reparles de ça. » Puis là, bon, tu as une conversation téléphonique de 45 minutes avec la personne. Puis là, tu réalises « Oh, la personne, c'est un entrepreneur, il a 200 employés, puis il voudrait que j'aille animer son meeting des ventes. » Puis honnêtement, là, j'ai monté debout sur des tables. Pendant une journée, un président, j'ai dit « Écoute, là, je vais aller faire des meubles avec tes employés. » Il dit « Ben non, je veux que tu viennes nous aider au niveau de nos ventes. » Ben, je dis non, moi, je veux comprendre comment se fait la table puis le bureau. Parce que ça part de là. Tu vends des tables. Tu sais, à un moment donné, j'étais avec un grand président d'une station, un regroupement de radio, puis il m'a dit « Philippe, dans ton pitch, t'es le seul qui nous a parlé de radio. » Ben, c'est sûr, tu fais de la radio. Si les gens t'ont pas parlé de radio pour te vendre à toi, il y a un méchant problème. Alors, c'est plein de petits trucs comme ça. Mais moi, j'ai mis ça dans ma routine de tous les jours. À tous les jours, il faut que je provoque quelque chose. Alors, à tous les jours, là, si les gens me suivent sur les réseaux sociaux, je cherche la chicane avec un journaliste au Québec. Moi, un exemple, ça m'intéresse. On parlait du bye-bye, les chiffres du bye-bye, que c'était incroyable, puis que Netflix est en train de tuer la télévision au Québec. Là, j'ai juste écrit à du monde en disant « Wow! Le bye-bye, il y a eu 2,5 millions d'auditeurs. C'est peut-être l'émission de l'année au Québec. » Mais je dis, arrêtez de dire que Netflix fait mal. Netflix, by the way, ils ont 6 millions d'abonnés au Canada. C'est 7 heures d'écoute en moyenne par semaine par utilisateur. C'est de la télévision, mais sur demande. C'est comme si on essayait de comparer des pommes et des oranges. Alors moi, j'ai juste dit respectueusement, regarde, arrêtons d'essayer de protéger la télévision. Il faut la faire évoluer. Netflix, il s'en ira pas. Puis il va juste avoir des nouveaux Netflix. C'est de la vidéo sur demande. Si j'ai envie d'écouter une émission à 22h32, je l'écoute à 22h32. Mm-hmm. C'est pas normal que sur n'importe quel site, on n'ait pas accès à toutes les émissions qui sont produites au Québec. Là, tu vas rivaliser contre Netflix. Mais pour terminer, parce que l'émission tire à sa fin, quand on dit qu'on a 10 secondes, dans le fond, pour donner une impression, qu'est-ce que tu conseilles aux gens quand on veut avoir l'attitude, entre guillemets, provocante, qui fait qu'on laisse pas les gens indifférents? C'est quoi? En partant, si tu te présentes, « Bonjour, mon nom est Philippe Bertrand, je travaille spécialement... » Bon, moi, je suis souvent « Bonjour, c'est Philippe Bertrand, j'ai absolument rien à te vendre, mais tu as de l'air hyper intéressant. » Tout de suite, paf.
La personne ne sait même Mais faut pas que ce ça que je soit fais. vrai. Oui, je suis d'accord. Ça fait partie des prémices de base. Bien, Philippe, je pense que j'ai appris de toi aujourd'hui. Alors, bonjour, moi, je me présente, je suis Anne Marcotte. Philippe Bertrand. Puis, écoutez, je vous ai entendu parler tout à l'heure avec quelqu'un, puis j'aimerais beaucoup ça vous réentendre à nouveau. C'est un bon contact. Ben oui, c'est un très bon J'ai bien fait contact. ça à la poignée de main, Les c'est yeux, bon? t'as des beaux yeux en plus. Ah, ça aide, hey, ça. là, c'est le fun. Philippe, c'était très agréable. Je considère que l'entrevue qu'on a faite aujourd'hui, je la trouve très rafraîchissante. Merci. Alors, merci. Et vous, à la maison, bien, si vous avez envie de nous transmettre vos commentaires, vous voyez apparaître au bas de l'écran les coordonnées de notre Facebook. Vous allez retrouver aussi les coordonnées des invités qu'on reçoit. Et moi, je vous dis bien à une prochaine et merci beaucoup d'avoir été avec nous. À chaque fois qu'on parlait, puis là, j'avais dans ma tête, tu sais, oser provoquer, là, tu sais, ton thème et tout ça. J'avais une toune qui me roulait dans la tête, la toune de Marjo. Provocante! Tu fais exprès! Exactement! Hey, fais-moi donc une petite danse à la Jean Leloup. Oh, c'est le mouvement du bassin. Ah, c'est quand pas tu t'émoustilles. Ben ça, je vais peut-être l'utiliser. Ah, c'est bon, tu veux, regarde, je t'ai inspiré à mon tour. Bon, on est prêt? On tourne? MissionInspiration.tv vous a été présenté par Hilton Québec, l'hôtel de choix pour vos événements au cœur du Vieux-Québec. Hilton Québec, on s'occupe de tout.